Bienvenue dans À fleur de soie, un podcast qui vous invite à ralentir vraiment, à sortir du bruit, de l'urgence, des rôles et des jugements. Bienvenue dans cette parenthèse hors du temps, un espace pour ressentir, respirer et laisser les choses se déposer. Je suis Ophélie, psychologue et cofondatrice d'Apepsenco. Au quotidien, dans mon travail, j'accompagne des personnes au plus près de ce qu'elles traversent. Et ce que je vois chaque jour, ce sont des individus profondément puissants. Des personnes capables de traverser, de surmonter des tempêtes, des tornades, des tsunamis, et qui souvent, sans même le mesurer, portent en elles des ressources extraordinaires. À ce micro, j'ai envie de faire entendre cela. Ici, nous allons donc parler de santé mentale, et surtout des ressources que chacun crée, invente, saisit ou encore transforme pour s'ajuster, se retrouver et même parfois renaître. Chaque rencontre est une parenthèse, un instant partagé, un moment de présence où se raconte une histoire singulière et où se déposent des ressources qui peuvent être essentielles. Bienvenue dans cette marche intérieure, cet espace intimiste et belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Camille, fondatrice du média Les Cotentinois. Dans cet épisode, Camille partage un parcours marqué par plusieurs deuils. D'abord, le deuil de sa grand-mère, qui l'a profondément bouleversée, et duquel s'ensuit l'installation de troubles du comportement alimentaire. Des années plus tard, un autre deuil s'impose, celui de la fertilité et de la possibilité de porter la vie. Une douleur aiguisée par les rappels extérieurs incessants à l'horloge biologique et par une pression sociale forte où le corps d'une femme est réduit à un ventre. Cette pression devient envahissante, se transforme en angoisse et nécessite un accompagnement médical et thérapeutique pour pouvoir être traversée. Dans cet épisode, Camille nous partage ses traversées et nous confie son chemin singulier pour devenir mère. Elle nous partage aussi ses ajustements nécessaires entre sa vie d'entrepreneuse, de maman et de femme. Une parole lucide, engagée et profondément humaine. J'avais perdu ma voix. C'est calme. Bah j'y vais moi, tu vois. Je vois ça. Quand tu veux. C'est bon ? Camille, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et surtout de m'avoir proposé de me lancer aussi rapidement aujourd'hui. Donc pour cette première journée d'enregistrement, merci beaucoup. De rien. Comment tu te sens déjà, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, comment tu te sens là tout de suite maintenant, avant qu'on parle de ton histoire? Ben, hyper bien. Je veux dire, le lieu est assez fou. Depuis ce matin, on va croiser personne. En pleine nature, donc ça fait du bien de passer des journées comme ça. Est-ce que tu viens te présenter du coup aux auditeurs et puis en même temps que tu te présentes, tu peux nous parler du livre que t'as amené, de l'objet que t'as amené avec toi? Du coup, moi je suis Camille Marie, je sais jamais dire mon âge, j'ai la trentaine parce que voilà. Je suis née dans le Cotentin, c'est important pour moi, c'est un lieu où je me sens bien et du coup sur lequel j'ai construit aussi maintenant mon entreprise, ma vie familiale. Je suis maman depuis pas longtemps d'une petite fille de 5 ans et demi. Et voilà, je dirais que je suis assez curieuse, créative, voilà, et j'adore les discussions comme ça. Et d'habitude, je suis plutôt de l'autre côté du micro. Parce que j'ai animé longtemps un podcast et j'ai fait une pause là depuis quelques années. C'est chouette aussi d'échanger les rôles. Bah, c'est avec plaisir en tout cas que tu es mon invitée aujourd'hui. Et alors, ton objet que tu nous as amené aujourd'hui? Donc j'ai amené, quand tu m'as dit voilà, amène quelque chose, je me suis dit en fait j'ai pas d'objet gris-gris et tout. J'ai eu des petits bijoux, des choses, mais
qui passe tout le temps. En fait, sur un moment, j'ai l'impression de mettre une emphase hyper importante en me disant, pareil, j'avais acheté à ma maman et à ma fille un bracelet pour qu'on ait les mêmes. Et au début, je mettais tout le temps et elle a arrêté de le mettre et je me dis, bon, en fait, ça n'a peut-être pas, en fait, ça, je mets peut-être trop d'importance à ça. Et finalement, je me suis rendu compte que l'objet qui me suit un peu de tout le temps, c'est le livre. Alors, pas forcément ce livre, mais les livres en général. J'ai choisi celui-là parce que je trouve que l'histoire était très belle et m'a beaucoup émue. Mais ouais, les livres ont une part importante dans ma vie. OK. Puis on aura l'occasion de pouvoir en reparler tout à l'heure. Tu pourras nous partager comment ils sont aussi une ressource, pour toi ou comment ils peuvent t'aider dans ta Ouais, réflexion, absolument. sur ton chemin qui est le tien. Je te propose, je sais que tu as eu, une vie de femme, remplie de chamboulements, remplie de deuil aussi. Est-ce que tu acceptes de nous partager, ce parcours de femme et comment il a influencé ta santé mentale? Ouais, alors, oui, alors j'ai tendance à dire comme tout le monde parce que moi j'ai l'impression que, voilà, tout le monde a ses propres deuils et ses propres chamboulements. Sauf que j'ai l'impression que parfois, et ça je le sens depuis que je suis assez petite, d'être l'impression vraiment d'être un peu différente. Enfin, j'ai toujours ressenti un peu de réfléchir ou d'agir un peu différemment des autres. Et c'était pas très palpable, surtout quand on est enfant. Et plus je grandis, plus j'affirme aussi cette différence et je la cultive parce que je la trouve importante. Et il y a eu des événements en effet qui ont marqué aussi, peut-être des chemins que j'ai pris et qui ont été nécessaires et qui ont marqué mon histoire. J'étais très proche de ma grand-mère que j'ai perdue, il y a voilà plus d'une dizaine d'années. Ça a été vraiment une grosse période compliquée pour moi qui m'a amenée, à des décisions qui étaient peut-être pas les bonnes. Je me suis fait beaucoup de mal. Je suis partie en même temps, en fait, juste après qu'elle soit décédée, en Erasmus, qui devait être une super aventure, et ça a été une super aventure. Mais partir loin de sa famille quand on est jeune et qu'en plus qu'on vient de perdre un être cher, c'était ouais, ça a été assez compliqué. Et plus tard, du coup, je suis tombée aussi dans des troubles du comportement alimentaire et qui ont amené à d'autres défaillances, on va dire, de mon corps et qui ont fait aussi plus tard, des problèmes de fertilité et donc difficulté de devenir maman. Et voilà, ça a été un cheminement, qui a fait qui je suis aujourd'hui, mais qui a pas mal impacté à différents moments, ouais, ma santé mentale, quoi. Qui Mmh. est à la base un petit peu fragile. Et comment justement, ça l'a impacté? Enfin, à quel moment tu as senti quand même que ça venait t'étouffer, Alors, je dirais plus, alors le deuil, moi j'ai ce sentiment un peu de me complaire dans la mélancolie, je dirais. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de triste se passe dans ma vie, j'ai l'impression que parfois, en effet, c'est facile en fait alors que c'est pas agréable ce sentiment de tristesse, mais c'est un peu facile parce que c'est une bonne excuse à plein de choses qu'on peut pas faire ou dire voilà, je suis comme ça, j'ai le droit d'être en colère parce que je suis triste, j'ai le droit de ci, ça, ça. Donc je pense que c'est une excuse aussi pour, cacher certaines autres émotions et pas aller travailler où, c'est nécessaire de travailler. Ça a longtemps été ça et le parcours autour de la fertilité, je trouve que ça a été dur vis-à-vis du regard des autres et surtout le poids qu'on met aux femmes aussi, je trouve. Où en fait, nous, on s'est mariés assez jeunes et tout de suite, ça a été question, des autres de dire: «Bah, il y a l'enfant». Mmh. Donc c'était une volonté de notre part, mais du coup, ça s'est pas passé comme enfin, ça s'est passé comme ça devait se passer, mais pas comme, Mmh. la société l'espérait. Et moi, j'ai senti un poids énorme sur mes épaules autour de ça, de dire, en fait, le corps d'une femme, finalement, il sert pas qu'à ça, mais il doit porter la vie et Mmh. du coup, tu es défaillante parce que tu arrives pas à porter la vie, quoi. Donc ça a été dur et du coup, moi, ça m'a beaucoup cogité de dire entre ce qu'on attend de moi et je suis pas capable et aussi voilà, alors qu'il y avait pas du tout cette pression dans mon couple, mais de dire: «Je suis pas capable en effet de» pas de devenir maman parce que je suis devenue maman, mais de donner la Donner vie en la tout vie. cas. Ouais, qui est très différent pour moi que de devenir maman, mais Mmh. ouais. Et ça a été jusqu'où? Tu parles de cette pression effectivement qui est quand même, lourde à ressentir et à porter. Ouais. Elle a été jusqu'où en termes de conséquences? Ben, en fait, j'ai jamais,
jalousé d'autres femmes qui portaient la vie, mais c'était plus un poids parce que je me disais: «Ah, j'ai un peu l'impression qu'il y avait que des grossesses», parce qu'il y a un moment où tu arrives à un âge et puis tous tes amis ont le même âge que toi et eux commencent tous à avoir des enfants et je sentais parfois une sorte de gêne, mais plus vis-à-vis de leur part, où ils osaient pas aborder certains sujets et tout ça. Ils étaient plus gênés que moi, mais du coup, moi, ça me pesait en me disant, ben, j'essayais d'en faire trop, je sentais parfois, pour leur montrer que moi, c'était totalement OK pour moi. Donc ça m'épuisait, je jouais quand même un rôle. Et puis, il y a eu vraiment un élément, et je sais pas pourquoi exactement, mais une grossesse dans la famille qui m'a plus, impactée. Alors encore une fois, j'étais très heureux pour eux, mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était, je sais pas trop comment le dire, comme si on m'enlevait encore un quelque chose en plus, et que moi j'y arrivais pas en fait. Et du coup, vraiment j'ai commencé, alors je suis quelqu'un de plutôt très angoissé depuis tout jeune, depuis le collège, mais j'étais stressée, mais j'avais jamais fait de crise d'angoisse. Et en fait, on est revenu d'un voyage et là j'ai commencé à faire, déjà la veille de rentrer, je sais pas pourquoi, crise d'angoisse. Et le système digestif, tout ça vraiment pas bien, un peu suffoquée. Et pour des petites choses, en fait, c'est pour ça, pour des petites choses, j'angoissais. Et j'avais la phobie du feu, par exemple, je me disais: «Est-ce que j'ai éteint mon lisseur?» Et j'arrivais pas à penser à autre chose. Je me disais: «Mais la maison va prendre feu!» Mais j'étais vraiment, obligée de demander à mes beaux-parents d'aller voir à la maison ou de faire demi-tour alors que j'étais à 1 heure pour vérifier. J'ai pas trop de TOC, mais j'ai développé des TOC de contrôle. Est-ce que la porte est bien fermée? J'oubliais des choses et parfois, en fait, je sentais vraiment une angoisse qui se généralisait et du coup, je m'étais dit: «Il faut que j'aille voir quelqu'un». Et je suis arrivée dans son cabinet et le timing a fait que je suis arrivée le lendemain de la naissance de cet enfant, de cette grossesse. Et elle m'a demandé, c'était une psychiatre, elle m'a demandé ma carte vitale et je me suis effondrée. Et alors qu'elle m'a demandé juste la carte vitale, on n'avait même pas encore parlé, elle m'a dit: «Je crois que vous êtes au bon endroit, quoi». Et en effet, Mmh. je pense qu'il était temps de faire quelque chose parce que c'était plus vivable, quoi. Mmh. 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 Il y avait des réels risques si ça continuait comme ça, pour toi? Ouais, pense que je pense que je me serais un peu perdue et je me serais peut-être fait du mal. Alors, pas dans le sens physique, mais je pense que, ouais, je me serais fait du mal dans certains sens en pas prenant soin de moi et j'aurais fait peut-être du mal à mon entourage, en tout cas aux liens que j'ai Mmh. nourris. Ouais, je pense que c'était bien pour tout le Mmh. monde et pour moi surtout de franchir ce cap, quoi. Mmh. Ouais. Et est-ce que justement en franchissant ce cap, tu dis: «Ça y est, je prends la décision, je vais voir quelqu'un». Tout à l'heure, tu as parlé des émotions que tu traitais pas et que c'était d'autres que tu te donnais l'autorisation d'avoir par contre. Est-ce qu'avec ce thérapeute, parce que c'est un thérapeute que tu étais allée voir, est-ce qu'avec ce thérapeute, tu viens traiter les émotions qui sont là profondément et que tu avais pas encore, Eh traitées? ben, non, je pense pas. Je pense sa première réponse, mais tu sais, je pense que vous avez besoin d'un traitement médicamenteux. Et moi, j'ai pris peur, en fait, parce que, du coup, quand j'étais passée par l'anorexie, j'étais allée voir une psychologue pour discuter de choses, au début de l'infertilité aussi, mais jamais la question du médicament. Et pour moi, c'est dramatique de dire, enfin, ça faisait vraiment malade, du coup, de Mmh. prendre parce que, bah, le traitement associé à quand même une maladie, ça a été difficile et puis j'ai dit: «Faisons-le». Et j'ai senti quand même un bien-être. Ça me permettait justement d'être soulagée de ce point de vue-là pour travailler sur autre chose. Mais en fait, c'était pas une psychologue, c'était une psychiatre, donc j'avais l'impression que c'était vraiment plutôt là pour me donner des médicaments, Mmh. mais pas pour être dans le dialogue, la discussion. Donc ça m'a beaucoup manqué. Et donc moi, je me suis dit: «Faut que je traite le sujet, de mon Mmh. côté». Et donc j'ai commencé petit à petit quand même de mettre en place, des choses. Et je pense que l'arrivée de ma fille a été aussi le moment où je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je portais. Je me suis dit: «En fait, je vais lui transmettre et ça lui appartient pas». Et ça m'a vraiment fait peur Mmh. de dire que moi, il y a des choses, j'ai souffert, mais c'est pas son histoire. Et du coup, je me suis dit:
j'ai l'obligation d'y travailler parce que ça va me faire du bien et parce qu'elle a pas à subir ça et à Ouais. porter ça. Tu Ouais. voulais éviter la transmission, hein, Ah ouais. enfin, le lien générationnel, il est Oui. très présent aussi au niveau des schémas, des Ouais. croyances, Ouais, et ouais. donc de la santé mentale. Tu voulais éviter à Ah tout oui. prix ça. Ouais, et du coup, peu de temps avant qu'elle arrive, moi me pose toujours plein de questions, mais il y avait eu ce truc il y a très longtemps, on avait fait, avec mon conjoint MyHeritage pour les origines. Et donc il était remonté que moi j'avais des origines espagnoles, donc j'avais essayé de comprendre aussi. J'ai toujours aimé comprendre un peu l'histoire. Donc moi je m'en fiche que ça soit un tel, c'est plus comprendre aussi comment les gens vivaient, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie et du coup qu'est-ce qu'ils ont pu nous transmettre. Et du coup je sais que, bah, l'été d'avant qu'elle arrive, avec une tante, j'avais beaucoup aussi parlé de certaines Mmh. choses et Mmh. comme si je sentais un peu et c'est fou parce que vraiment c'est comme si je sentais qu'elle allait arriver. Il y a plein de trucs, c'est dingue. Besoin d'en parler et tout ça pour matérialiser alors que je savais pas qu'ils allaient nous appeler et qu'elle allait arriver, quoi. Ouais, du coup, c'est comme si tu avais préparé aussi avant, Bah oui, et comme une intuition, j'avais même réfléchi à me dire: «Mais si un jour, vu qu'on a adopté, si un jour on adopte, qu'est-ce qu'on mettra sur le faire-part?» J'avais commencé à écrire dans mes notes et tout. J'en avais parlé Mmh. à mon conjoint qui m'avait dit encore une fois, lui, je pense que c'était pour me protéger. Te fais pas, tu vois, te montre parce que je peux vite me monter le cerveau, te monte pas trop le cerveau. Il y a des clients à qui je commençais à travailler de manière long terme. J'ai eu besoin de leur dire voilà, on est dans cette étape de notre vie, comme ça, si ça arrive, ben, je serai obligée d'être disponible. En fait, ils ont dû se dire c'est arrivé super vite, alors que ça faisait des années qu'on attendait. Mais voilà, c'était, je pense, j'avais commencé à travailler sur moi-même, donc de temps en temps, je me dis la vie a peut-être fait aussi que voilà, c'était le bon moment pour Mmh. qu'elle arrive. Ouais, Mmh. Tu prête? ouais. Ouais. Ben, je pense qu'on n'est jamais totalement prêt, c'est allé tellement vite Ouais. que ça a tout chamboulé, mais ouais, quand même, je pense que voilà, il y avait quand même une certaine stabilité sur plein d'autres choses, même si l'état émotionnel, c'était quand même mieux. Ça faisait quelques mois, j'étais en traitement, j'avais pris du recul, déjà commencé à poser des bases de certaines choses et bah, elle a encore plus aidé à ce que je m'affirme, quoi. Mmh. Mmh. Ouais. Parce que c'est vrai que tu nous as parlé tout à l'heure des difficultés de fertilité. Quand est-ce que vous rentrez dans ce parcours d'adoption? Comment tu le vis aussi ce parcours, toi? Et ben, bien, je crois que ça a été un soulagement, en fait, parce que, bah, l'infertilité, au début, donc on a fait un peu des PMA, très compliqué au niveau du corps et du mental, et puis encore une fois, donc j'étais salariée quand je l'ai fait et je suis pas sûre retenue en libéral parce qu'il y aurait eu d'autres Mmh. questions, d'organisation et tout, Ouais. compliquées. Mais là, en fait, j'étais obligée de leur dire parce que ça demandait une organisation où au dernier moment, il fallait que je parte à l'hôpital pour, voilà, tout ça. Du coup, déjà ça me gênait parce que alors pas de le dire, parce que je suis pas trop tabou, mais de devoir me justifier et demander l'autorisation un petit peu. Mmh. Et je me rappelle mon chef de l'époque, donc on en a fait plusieurs, donc ponction, tout ça. Et donc j'étais allée, plus au début, la première on l'a fait à Cherbourg, après on devait partir à Rouen. Nous on habite Valognes, donc La bon, route, voilà, la route, tout ça, ça amène, tout un tas de trucs en plus et à l'époque, donc j'étais dans une équipe marketing et j'organisais les événements et notamment les séminaires marketing et donc ça n'avait pas fonctionné, donc en plus que ton corps est subi, tu en état psychologique, tu pas non plus au max et le médecin m'avait presque, je crois, 5 jours, et lui, en fait, j'ai compris que ça l'embêtait parce qu'en fait, il aurait aimé que je sois là à l'événement que j'avais organisé, alors qu'en plus, je suis, voilà, quelqu'un d'assez organisé, assez prévoyant, donc j'avais tout calé avec mes Mmh. collègues et en fait, ça le gênait. Je voyais que, voilà, ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pas qu'il s'en fiche quand même et lui, ce qui l'embêtait quand même, c'est que je sois pas là à Ouais. l'événement pro, C'était quoi. pas sa Ouais. priorité et Et en sa préoccupation. soi, au début, je m'étais dit: «Physiquement, je pense que ça l'aurait fait, j'aurais pu y aller». Et là, j'ai commencé à me dire déjà: «Non, en fait, c'est stop, bah, en fait, Mmh. non». Voilà, bon, c'est tout. Ouais. 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 Donc voilà, il y a eu un parcours, ouais, peut-être de 2 ans, heu et au bout de 2 ans, en fait, c'était trop c'est mon conjoint qui a commencé à en parler. Je pense que ça a été une libération, l'adoption et c'est marrant parce qu'on a décidé, du coup, de se partir faire l'adoption et il m'a offert le marathon de Paris.
Donc mon anniversaire au mois de décembre, il m'a ouvert au mois de décembre, c'était 3 mois après. Bon, c'était une période où je courais déjà un peu quand même, mais 3 mois pour préparer et on l'a couru ensemble et je me rappelle parce que j'avais candidaté un truc, c'était le Huffington Post et il y avait eu, tout un truc alors je sais pas si j'avais parlé de l'adoption ou des troubles du comportement alimentaire, mais il m'avait suivie un peu dans ma préparation, OK. il y avait eu plusieurs vidéos et en fait, pendant que j'étais dans le dur sur ce premier marathon, je pensais à cet enfant, qui peut-être un jour, on savait pas. Et ouais, je trouve que ça m'avait quand même libérée, en sachant que ça pouvait peut-être à jamais arriver. Mais je me sentais plus alignée aussi, moins de pression peut-être sur l'attente de même être qu'un ventre et peut-être la pression Mmh. des autres parce que ça dépendait plus que de moi non plus. Voilà. Ouais. Et comment tu vis, du coup, la nouvelle, que Jade arrive dans votre foyer? Comment tu vis, Et les choses? ouais, ça a été, du jour au lendemain, on nous appelle. J'étais en formation, je donnais ma première formation, puis on se raccroche à des choses. On nous avait dit, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on avait compris, qu'on nous appellerait le vendredi et que la plus grande probabilité c'était un bébé de 3 mois. Alors que moi Ouais. c'était pas forcément parce que je trouvais aussi que ça faisait vouloir faire comme une grossesse, enfin, Mmh. tu vois, c'était se dire: «Je vais sur l'adoption, mais quand même je me rapproche de la grossesse parce que l'enfant il est bébé et tout» Mmh. et je pense que c'est aussi beaucoup ce que d'autres projetaient, de dire: «Ah bah ouais, un bébé, c'est super comme ça, bah, il se souvient pas de son histoire». Mais c'est faux en fait, c'est son histoire donc bien sûr qu'on lui aurait raconté, enfin, il Ouais. y avait tout un truc et donc il nous avait dit quand même: «On vous appellera sûrement un vendredi et sûrement ce sera un bébé». On nous a appelés un lundi matin pour une petite fille de 4 ans et demi. Et du coup, je vois des messages et en fait, cette dame de l'adoption, alors que j'avais son numéro enregistré, hein, et c'est arrivé des vendredis qu'il y avait des numéros privés qui appelaient et je me disais, dans le doute, je réponds. Et de temps en temps, mais c'était des livreurs, quoi. Et du coup, bon, c'est rigolo maintenant, enfin, même sur le moment, mais je pense que c'était bien que ça soit un autre jour parce qu'au moins on s'en souciait pas et du coup, elle laisse 2 messages. On venait de renouveler parce que l'adoption, tu fais un dossier, il dure 5 ans, et après Ouais. tu viens et le truc fou, c'est qu'on venait de renouveler. En fait, sur notre précédent agrément, on n'aurait jamais pu adopter. Les âges et tout ça correspondaient pas. Et du coup, j'entends le deuxième message, je me dis: «Ça y est quoi, c'est arrivé» Mmh. et ce qui a été un peu long, c'est que, du coup, se passe plein de choses, on a envie de le partager et en même temps, on n'en sait pas plus. C'est-à-dire que pendant quasiment, ouais, 1 semaine, tout ce qu'on savait, une petite fille de 4 ans et demi. Et on savait pas le prénom, on savait pas à quoi elle ressemblait. Mmh. Et donc le cerveau, pour moi, un cerveau quand même bien, c'était et la veille donc de rencontrer les professionnels qui m'ont suivie, moi j'avais beaucoup de questions, mais des questions basiques. Je pense qu'il fallait que je me raccroche à des choses. Est-ce qu'elle a déjà eu la varicelle? Ouais. C'est quoi son doudou? Est-ce qu'elle suce son pouce? Tu Enfin avais besoin de voilà. la Ouais, connaître? voilà, c'est ça, des Ouais. choses, et il me disait: «Mais c'est bien, enfin» Mmh. et c'est marrant parce qu'elle aussi a posé des choses, mais après elle, c'est une enfant, elle a dit: «Est-ce qu'ils ont des animaux?» quoi. Mmh. Et donc après, donc il y a eu ça, gros stress. Après on a découvert le prénom, qui était le prénom qu'on voulait donner à une petite fille, donc incroyable. Et après on l'a rencontrée et là, c'est fou les émotions. En fait, comme ça fait 1 an, fin d'année, et l'autre jour je repensais aussi quand on l'a annoncé à nos proches et tout, c'est quand même particulier. Et donc il y a eu tout ce flou où même eux nous posaient des questions, mais nous on pouvait pas Mmh. plus y répondre. Puis la rencontre avec chacun qui à chaque fois a été une émotion particulière. Et en fait, entre le moment où ils nous ont appelés et le moment où elle est arrivée, il y a eu 1 mois. Donc pareil, tu C'est long. réorganises toute ta Ouais. vie, c'est rapide et après on te dit: «Ben félicitations, vous êtes parents» C'est et rapide et à la fois c'est long parce ouais, qu'effectivement un mois peut paraître long aussi, c'est mais en ça. même temps c'est rapide. Et puis j'ai vraiment compris aussi, on a un ami qui s'est séparé et je lui dis: «J'ai compris ce que tu vis». Alors même si moi c'était une période condensée, mais à chaque fois je la voyais, les séparations c'était très dur de dire, «On se revoit que dans 3 jours ou dans 4 Mmh. jours» et puis on sentait qu'elle, de plus en plus, c'était dur. Et c'est marrant, notre chienne, donc ça veut dire au début on la voyait dans un lieu neutre et après elle venait chez nous. Et notre chienne, avant qu'elle arrive chez nous, elle a son tissage, sont tous les chiens. Et elle comprenait pas, on la voyait, elle était perdue.
ce petit être humain est venu dans notre maison, mais il est reparti. Il est revenu, il est reparti. Et on sentait qu'elle était perturbée, quoi. En plus, on devait avoir son odeur sur Bah oui, nous, tout ça. évidemment. Donc, et puis, en fait, ça s'est fait. Et puis, j'ai découvert aussi la maternité. Et c'est bizarre par rapport. C'est marrant parce que du coup, on a plein d'amis qui ont des enfants du même âge. Donc, il n'y a pas la même histoire. Et c'est marrant, je me souviens, mon filleul, notre filleul, il a dit, sa réaction, ça a été: «Mais vous allez plus être mon parrain et ma marraine». C'est comme si, pour lui, on pouvait pas avoir différents rôles. Mmh. Et pareil, mais genre, elle a pas fêté ses autres anniversaires parce qu'on n'était pas avec elle. Et en fait, c'est là où c'est fou les enfants parce qu'eux, ils ont posé une question, c'était juste et même quand voilà, en fait, je pense qu'on leur poserait la question, c'est comme si elle avait toujours été là, Ouais. et c'est vraiment ce que je ressens et parfois, je me prends à avoir des réactions et je me dis: «Bah, tant mieux, c'est que mon cerveau, en fait, c'est ma fille, il y a pas de question». Mais parfois je dis: «Ah, à mon mari: "Ah bah, j'ai entendu ça, est-ce que dans ta famille, il y a tel problème, genre de santé?"» Mais en Mmh. fait, on s'en fiche parce que il y a pas le lien Ouais. de sang, donc ça peut pas. Mais en fait, mon cerveau, il oublie ou je me rappelle à une amie, je lui ai déjà dit, «Ah mais quand elle est née et tout», mais j'en sais rien en fait, j'étais Mmh. pas là. Mais Mais c'est c'est votre des fille, donc voilà, du coup, donc c'est effectivement, comme c'est si ouais. quand elle est née ou c'est quand elle est arrivée et puis voilà, maintenant je vis avec l'idée et je savais très bien qu'une partie de son histoire, on ne la connaîtra pas et puis on fera tout pour, si elle a envie, bien sûr, de la connaître, mais ça ne nous handicape pas sur Mmh. le lien parce que ce qui compte maintenant, c'est notre histoire, quoi. Ouais, Ouais, exactement. mais ouais, voilà. Ouais. Et en quoi, du coup, le fait que tu aies commencé à travailler aussi sur toi, à avoir eu ce parcours quand même, autour de ta santé mentale, en quoi tout ce travail en amont, il t'a aidé, pour l'accueillir et puis pour vivre ce rôle de maman? Bah, je me dis heureusement que je l'ai fait parce que même de temps en temps, c'est dur. C'est dur parce que, là, je me dis, waouh, les parents qui vivent aussi tout ce côté, bébé nourrisson, où là je me dis: «Elle peut parler, donc quand même elle peut exprimer ses émotions». Quand le bébé il pleure, tout ça, Mmh. on peut pas communiquer et je me dis heureusement que j'ai fait ce travail parce qu'il y a des fois pareil, ça en fait je vois qu'il y a certaines de ces réactions et c'est hyper, intéressant et ça fait peur parfois. Il y a des petites réactions qu'elle a, ça peut me générer soit des colères, soit des en fait ça doit me projeter certaines choses, Ouais. que certaines choses, je détermine pas encore ce que c'est. Mais des petites réactions, elle va venir piquer en moi des choses, je me dis: «Waouh, c'est fou, quoi». Mmh. Ouais, c'est un miroir, c'est une sorte de miroir, je sais pas si c'est un miroir, mais ouais, elle vient appuyer, parfois je me dis: «Oh purée, C'est un ouais, là ça fait révélateur. mal». Ouais, Ouais. ça fait mal et d'autres choses où je me dis, ouais, des trucs, soit que c'était pas de génération ou que moi j'ai eu besoin. Alors j'essaye de pas trop projeter sur elle ce que moi j'ai eu besoin et que j'ai peut-être manqué, parce qu'elle a une personnalité complètement différente, elle a pas les mêmes besoins. Mais en tout cas, je lui dis assez librement, tu vois? Ce week-end, j'étais toute seule avec elle et à un moment, je sentais que j'étais fatiguée et tout. Je lui dis: «Je suis fatiguée, là, je sens que je commence à être en colère et tout». Voilà, ça se passe pas toujours comme ça, parfois je crie, voilà. Mais Mmh. j'essaye de lui dire aussi et en lui disant: «Bah, ouais, tu le droit de pleurer». Moi, je pleurais beaucoup petite et j'avais l'impression d'être vraiment, chouineuse, quoi. Et là, j'essaye de lire et c'est dur parce que parfois on reproduit des comportements sans s'en rendre compte. Mmh. Et j'essaye de me dire: «OK, en fait, voilà, tu qui tu es, tu as le droit d'avoir tes émotions et même si parfois c'est pas confortable pour moi, Elles sont là. elles sont là, quoi». Ouais. Ouais. Mmh. Comment tu continues ce travail alors, aujourd'hui? Comment tu as continué à prendre soin de ta santé mentale? En fait, donc je suis à mon compte depuis quelques années. J'aime beaucoup ce côté liberté. Je crois que je suis quelqu'un qui a besoin de liberté dans le sens où, je crois que j'aime pas d'être dans un cadre trop déterminé. J'aime bien pouvoir, je marche beaucoup. Alors ça, je marchais beaucoup avant et je me rends compte que ça me fait du bien. Je réfléchis à pas mal de choses ou pas, mais juste ça Mmh. me libère. Donc ça, je marche beaucoup. Donc déjà, je l'amène à l'école à pied.
Donc souvent après, je rentre à pied. Le midi, en tout cas, j'essaye de beaucoup, me balader seule ou avec ma fille, comme elle parle pas, bon, ça voilà, je suis toute seule, en tout cas avec mes pensées. Donc ça et je me suis rendu compte que du coup, ce côté de liberté, j'aimais bien faire ce que je veux quand je le voulais et tout. Et l'arrivée d'un enfant, ça quand même nécessite des adaptations. Ouais. Au début, j'ai voulu être trop ce côté, je suis indispensable, j'ai besoin d'être tout le temps là pour elle et ça m'a enfermée dans quelque chose. Je me suis dit: «OK, elle a besoin aussi de vivre, d'être que aussi avec son papa, d'être avec ses grands-parents», tout ça. Donc ça a été un travail aussi de faire confiance aux autres. Mmh. Parce que cette petite fille, elle arrivait comme ça et je me suis dit: «C'est mon devoir de la protéger» et au début, j'étais trop, je pense, dans la protection et à un moment, je me suis dit: «Mais moi, j'ai besoin de moments à moi» parce que là, j'ai plus rien, Tu sentais? qu'à moi ouais Ouais. et je l'ai vraiment senti et du coup, c'est passé dans, notamment le week-end que j'ai passé avec toi et d'autres femmes, qui a été, vraiment fort, de partager mon expérience, d'écouter l'expérience d'autres femmes, qui a été très fort, très libérateur en écriture. J'aime beaucoup écrire, depuis longtemps j'aime écrire. J'ai toujours dit que mon rêve, ça serait d'écrire un roman et tout. J'ai toujours écrit par période, mais là, j'ai pu vraiment déposer. Voilà, déposer certaines choses. Ça combinait la marche, l'écriture que j'aimais beaucoup, ce lien social quand même et voilà, ça a été des petites choses, comme ça. Sortir aussi avec des copines, s'autoriser des petites choses aussi, pour moi et là, plus récemment, je me suis offert pendant 1 an un massage par mois, pour aussi prendre ce temps pour moi. Là, cette année, normalement, je devrais faire un week-end surf où je suis pas allée toute seule et j'ai offert aussi à mes parents. Je pense que, devenir parent, j'ai pris aussi du recul sur mes propres parents en disant: «Moi aussi, je ferai des erreurs». Mmh. Ils ont fait de leur mieux. Ça a ouvert certaines discussions aussi que je trouve intéressantes et parfois, j'ai culpabilisé en me disant: Mais quand j'étais jeune, j'ai fait ça» et ils ont dû avoir mal par le comportement que j'ai eu. Donc j'ai beaucoup communiqué avec eux, à l'écrit parce Mmh. qu'avec ce j'ai toujours communiqué plus par l'écrit et aussi à l'oral, tu vois? Pour dire: je maintenant, je vois aussi tous les sacrifices, tout ce que vous avez fait et puis merci et merci d'être là maintenant aussi pour ma Ouais. fille et du coup pour Noël là j'ai eu besoin aussi de retrouver ma place parce que j'ai l'impression que le lien s'est fait hyper fort avec elle et j'en suis hyper contente. Mais par contre du coup moi j'ai l'impression d'avoir aussi un peu, pas perdu ma place, mais voilà, de plus savoir trop comment, je suis devenue la maman et je suis plus leur petite fille. Ouais. Tu as besoin de réinvestir ton Ouais. rôle de fille? Et un truc tout bête, alors ça paraît rien, mais du coup, j'ai ma chambre chez mes parents et déjà je disais: «C'est plus ma chambre» parce que je suis plus à la maison. Moi, j'ai eu ce switch où j'habitais chez mes parents, je débarrassais la table, j'ouvrais un placard, tout ça. Je vais chez eux, bon, bien sûr que je les aide à débarrasser tout, mais jamais je vais me permettre d'ouvrir un placard alors que je sais où c'est. Mmh. Rien n'a changé depuis que je suis enfant, je veux dire tout est à la même place, mais c'est plus chez moi. Et du coup, ma chambre d'enfant était devenue un semi-bureau pour mon papa et je leur avais dit: «Mais il y a encore ma tapisserie», enfin tout d'enfant, je leur avais dit: «Mais refaites ça et si vous voulez je vous aide, remettez blanc, enfin à votre goût». «Non, non» et tout. Et là, c'est devenu la chambre de Jeanne et elle, elle me dit: «Ma chambre» et je lui dis: «Non, Mmh. c'est une chambre que tu occupes chez papy Mamie». Et en fait là, ce week-end, mon père lui dit: «Non mais sa chambre». Je dis: «Ah d'accord, c'est devenu sa chambre». Et en même temps, c'est super parce qu'elle, elle s'est complètement appropriée. Mais du coup, moi aussi, ressens un besoin de partager des moments qu'avec eux. Et du coup, à Noël, je leur ai offert, voilà, c'est pas encore acté, mais un moment, une journée ou un week-end qu'avec eux parce que je trouve ça important de nourrir ce lien. Et même que Jade se dise aussi plus tard, voilà, si elle a besoin, elle, de partir toute seule ou partir avec des copines ou qu'avec son papa ou tout ça, de voilà, ce qui lui fait besoin. Et qu'elle voit aussi que, je suis là quand elle en a besoin, mais que j'ai aussi besoin de Mmh. ma vie, à côté, quoi. Mmh. Ouais, mes Ouais. propres défis, tout ça. Ouais. Mmh. Tu disais tout à l'heure, bon, c'est pas toujours évident quand même. Quand tu vis des moments, de nouveau où tu sens de la fragilité, maintenant sur quelles, ressources tu t'appuies pour essayer de sortir le plus rapidement de ça et puis de retrouver un équilibre? Ouais, alors, vraiment quand il y a de la colère et tout ça, j'essaie aussi de temps en temps de prendre du recul. Ça m'arrive
Une fois, je me souviens en voiture, j'ai eu besoin de crier, j'ai crié dans mes mains. En fait, de temps en temps, je trouve ça libérateur aussi, d'exprimer, parce que je pense qu'il y a un moment, c'était beaucoup de choses que je gardais en moi. Je pense que je parle plus en plus, alors j'ai toujours parlé avec une certaine facilité, même avec nos amis, nos proches, je parle hyper facilement de sujets même qui sont parfois compliqués ou qui peuvent être tabous et tout. Et ça peut les perturber, je vois bien, mais moi, c'est aussi libérateur. Enfin, voilà, je trouve ça important de formaliser. Et bah, la lecture, en fait, la lecture, j'ai toujours lu. Et toujours lu. Mon copain, il disait toujours: «Oh, c'est super gai tes lectures». Un style de livre que j'adorais, c'est quand qu'il y avait un drame au début. Genre, là, le drame, il est plutôt à la fin. Mais, par exemple, il y a un livre de Melissa d'Acosta, elle est enceinte, elle perd son conjoint au début du livre. C'est oui, je spoil un peu. Et en fait, sous le livre, c'est la reconstruction sur fond de potager, d'écriture, de tout ça, de moments simples. Et en fait, je crois que maintenant, je valorise beaucoup ces moments simples. Et ce que j'aimais dans tous ces livres, c'était la reconstruction est possible. On a beau avoir vécu tout ce qui est dur, la reconstruction est possible. Et du coup, j'aime bien m'immerger dans ces histoires. Vraiment, je les lis, je pense que je les visualise pas, mais inconsciemment, dans ma tête, je les vois. Et quand je ferme le livre, c'est bizarre parce que je saute rien, je suis vraiment assidue. Mais souvent, les 5 dernières pages, je les lis vraiment un peu en diagonale. Parce que je pense que à la fois j'ai envie de savoir ce qui va se finir et un peu bâclée pour dire bon ça se finit pas vraiment quoi. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu veux aussi, toi, garder Ouais, peut-être, ouais. tes dernières pages à toi, Ouais, que tu imagines toi? Peut-être, c'est vrai que c'est dur, je trouve parfois le livre, on est avec les personnages, de les laisser un petit peu partir parfois, on se prend au jeu quoi. Et du coup ouais, j'aime beaucoup ces histoires qui amènent aussi un en fait, je pense que quand je lis vraiment, mon cerveau, il déconnecte. Ouais. Et ça me fait, ouais, beaucoup de bien. Parce que marcher, courir, je pense que mine de rien, je pense quand même. À un moment, j'aimais bien la piscine, mais j'adore l'effet d'être sous l'eau, d'avoir l'impression c'est le seul endroit, je trouve, où on a vraiment cette impression d'être seul et sans bruit. Moi, je suis très sensible au bruit et tout ça. Et vraiment, on est dans une bulle. Mais du coup, les pensées, elles leur laissent plus de place à cogiter que là, avec le livre. Et plus récemment, j'ai mis en place, par exemple, à Noël, j'ai demandé la peinture en numéro. J'aime beaucoup les activités créatives. Mais je veux pas m'enfermer dans quelque chose qui va être une obligation. Donc j'aime bien tester. J'avais fait de la peinture sur céramique, du tufting, des choses. Et j'aime bien par les mains. Voilà, quand mes mains sont occupées, je pense, moi. Ouais. Et puis si on a envie de retrouver d'ailleurs tous les lieux créatifs du Cotentin, on peut suivre tes réseaux puisque tu références tous ces lieux incroyables et que tu testes aussi. Donc, et tu vois, aller à la rencontre des gens, tout ça, c'est pour ça que j'avais lancé le podcast aussi. Je me suis dit, ça avait été une sorte aussi, pas de thérapie, mais en fait, je suis pas que j'adore discuter avec les gens, donc rien que ça. Et t'ouvrir aux autres, tu te rends compte aussi, tu viens piocher des petites choses de leur côté. Donc non, mais la lecture, ça fait partie de ma vie. Et j'aime beaucoup recommander aussi des livres. Je déteste j'ai du mal quand on m'en recommande. En tout cas, les personnes qui m'en ont recommandé jusqu'alors n'ont pas eu des bonnes recommandations. Et j'aime bien en recommander et des histoires qui font aussi écho. Une histoire, du coup, mon Erasmus, je l'avais fait à Grenade, qui est une ville que vraiment j'ai beaucoup aimée. Et il y a un livre d'une autrice que j'aime pas du tout. J'ai lu tous les autres livres, je déteste. Et celui-là, il est sur la guerre civile en Espagne, qu'on n'aborde pas souvent. Et sur vraiment Grenade. Et du coup, ça a ravivé des souvenirs aussi, je trouve. Ouais. Et tout autour de la cuisine, normalement, je cuisine pas mal. Mais j'aime bien aussi les livres où ça aborde la cuisine. Je me sens bien, tu vois, ça fait comme si ça crée une atmosphère. dans lequel tu te sens Ouais, en où je me sens en sécurité. Ouais. Et en quoi celui-ci, il t'a aidé tout à l'heure tu as dit que c'était, t'as choisi celui-là consciemment? Ouais, j'ai regardé ma bibliothèque, je me dis, il y a pas mal de livres, mais celui-là, en fait, c'est Agnès Ledig. Et je l'ai lu. Il m'a beaucoup émue parce qu'en fait, si je me souviens bien, enfin, je me souviens pas de tout en détail, mais elle perd sa fille dans le livre. Donc, un événement très dur. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai écouté un podcast d'Agnès Ledig.
et elle raconte sa propre histoire. Et en fait, ce livre, il est un peu autobiographique. Ça veut dire que ça lui tous ces autres livres, bon, là, je pense que les auteurs, ils ont toujours une part de vérité. Mais là, c'est vraiment ce qui lui est arrivé. Et du coup, j'ai encore plus aimé ce livre. Donc, je l'ai pas relu. Mais je me suis dit, waouh, ça a dû être difficile. Et il y a plusieurs livres comme ça qui ont été difficiles. Et je me dis, les gens arrivent à en parler. Donc, déjà, je me dis, l'écriture, c'est hyper important parce que ça a dû les aider de l'écrire sur papier. On peut partager son histoire avec d'autres, ça peut aider. Et voilà, de dire qu'on n'est pas seul, je pense que... Donc ce livre, ouais, parce que l'écriture est très belle. Et en plus, parce qu'il a une vérité, un témoignage assez fort. Ouais. Puissant. Ouais. Dur, mais il est beau. Ouais. Et du coup, tu nous as dit tellement de choses là dans cet épisode, mais j'ai quand même envie de te reposer une question, peut-être pour que tu arrives à choisir un élément dans tout ce que tu nous as dit. Quel message tu aurais envie de laisser à la fin de notre interview? Eh ben, je pense que si vous avez envie, si vous ressentez le besoin de faire quelque chose, mais ça peut être vivre une expérience ou oser parler de quelque chose à quelqu'un. Même si ça peut avoir des dommages collatéraux, on va dire, en fait, faites-le parce que ça va vous soulager. Il faut, je pense, arrêter de penser aux autres avant soi. Je pense que c'est ça. On a tendance, je dis ça, mais j'ai tendance. Je sais pas comment fonctionnent les gens. Mais voilà, on est toujours plus dur envers soi-même. Et du coup, penser à soi et suivre son intuition, ouais, c'est quand même bien. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui. J'essaye en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Camille d'être venue à mon micro. Enfin, à ton micro en vrai. C'est ton matériel, mais bon quand même. À mon micro dans ce podcast. Avec plaisir. À bientôt. Le deuil prend parfois des formes multiples. Il ne concerne pas seulement ce qui a été, mais aussi ce qui n'a pas pu advenir. Le deuil d'un être cher peut venir ébranler profondément et chercher des appuis là où il peut, même si ceux-ci sont néfastes, destructeurs. L'infertilité, elle aussi impose un deuil. Le deuil de ne pas pouvoir connaître, de ne pas pouvoir vivre le fait de porter la vie. Et surtout, avec elle, son lot d'injonctions et de pressions sociales. Ces deuils peuvent être insurmontables seuls. Nommer cela, c'est ouvrir la porte à de l'aide extérieure. L'accompagnement médical et psychologique peut être indispensable et peut nous aider à nous transformer pour ajuster notre propre manière d'être et de devenir. Merci à vous d'avoir pris ce temps pour écouter, ressentir et peut-être pour laisser résonner certaines choses. Ce qui a été partagé dans cet épisode est l'histoire singulière d'une personne, un vécu, un parcours, un chemin intérieur qui n'appartient qu'à elle. Mais si cet épisode résonne en vous, si elle éveille des questions, des émotions, des besoins, je vous invite à rester à l'écoute cette fois de vous-même et ainsi à trouver vos propres ressources. Merci à Fleur de Soie.